Je suis Perrault Christian, j'ai 69 ans. Bon, j'ai deux entreprises, une entreprise apicole et une société commerciale. Je suis toujours président, disons, de la coopérative de collecte qu'on avait fondée en 1988. Je suis adhérent à la Confédération paysanne. Je suis aussi conseiller municipal dans ma commune. J'ai découvert l'apiculture jeune, puisque j'allais chez des apiculteurs, les aider à extraire du miel. J'ai été jusqu'au BEPC, après j'ai travaillé dans la géométrie, et puis dans l'industrie. Et ta reconversion professionnelle? Alors, ma reconversion professionnelle dans l'apiculture, à partir de 1979. D'accord. Je me suis installé en tant que pluriactif. C'est-à-dire que de 1979 à 1986, j'étais salarié dans une entreprise et en même temps apiculteur. D'accord. Tu étais en nom propre aussi en apiculture? Oui. Ok, d'accord. J'étais dans la métallurgie à l'époque. En plus, l'entreprise où j'étais a fermé. C'est pour ça que je peux rester jusqu'en 86. Sinon, j'avais décidé dès 82 de faire que de l'apiculture. D'accord. Et à l'époque, tu produisais assez pour te dire que tu pouvais te mettre à ton compte? Non, j'ai commencé avec 170 ruches. Bon, je produisais pas forcément assez. Puis je suis passé à 300 ruches en 1986. Bon, je me suis implanté à Cosne-sur-Loire parce que j'habitais Cosne-sur-Loire. Hein. Au début j'ai extrait chez mes parents à Cours. J'ai extrait du miel pour mon compte personnel à partir de 1979. D'accord, donc ça c'est la création de l'entreprise apicole. Ouais. Okay. Pourquoi tu as choisi ce statut-là en nom propre? Bon, j'avoue qu'à l'époque, je me suis pas forcément posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, je pense que c'est pas le meilleur statut. Hein. Notamment pour la retraite, c'est pas forcément le meilleur statut. Alors, sur mon entreprise, il y a 2 UTH. Parce que j'ai un salarié à plein temps. Bon, je produis du miel, du pollen, de la cire, de la propolis. Je fais aussi de la pollinisation agricole. Bon, j'en ai fait beaucoup jusque dans les années 2007. Mais j'en fais beaucoup moins aujourd'hui. J'ai une quarantaine d'emplacements disponibles, parce que les ruches, on est parfois obligé de les déplacer. On peut dire qu'il y a 25 ruchers opérationnels. Il y en a quelques-uns dont je suis propriétaire, 4 ou 5. Puis les autres, c'est des locations avec des propriétaires. Donc tu rémunères en miel. Oui. Combien de ruches tu as en activité actuellement? Là, on a exploité sur 500 ruches, mais on va en hiverner 400. On a de la perte, hein. On a des problèmes, hein, notamment les frelons asiatiques. Et depuis les années 90, l'apparition des neurotoxiques, on a rencontré beaucoup de problèmes sur les abeilles, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de problèmes pour conserver les colonies. C'est toujours la loterie au printemps de savoir qu'est-ce qu'on va retrouver comme colonie opérationnelle. Là, actuellement, je fais moins de 10 tonnes de miel par an. Bon, je fais 150 kg de pollen. Bon, on fait donc de la cire. De toute manière, quand on fait 10 tonnes de miel, on fait 200 kg de cire. Hein. Pour la propolis, c'est quelques kilos. La SARL, donc pour le commerce, quand est-ce que tu as décidé de la créer? La SARL, on l'a créée en 1998. Avant, je faisais surtout du commerce de gros, quand je me suis installé. Et à partir, disons, de 1994, les quantités de miel récoltées ayant tendance à baisser, on a commencé à intensifier le conditionnement de miel en pot. Bon, de 1994 à 1998, disons que le commerce qu'on faisait, notamment sur les marchés, c'était adossé à l'exploitation apicole, c'est-à-dire avec le statut d'agriculteur. Mais le développement du chiffre d'affaires de la société commerciale m'a conduit en 1998 à décider de créer une société commerciale. Bon, sur ma société commerciale, je commercialise d'autres produits que les produits de ma production apicole, hein, notamment du pain, du vin, parce que je me suis rapidement aperçu que de faire les marchés en vendant uniquement du miel, on ne pouvait pas rémunérer un salarié, donc il fallait adjoindre des produits pour faire un chiffre d'affaires convenable. Actuellement, il n'y a que deux salariés à temps partiel. On peut dire qu'il y a une UTH. Parce que de toute manière, on fait des marchés que le week-end, le samedi
et le dimanche. Bon, on en a fait plus, à une époque, on en a fait jusqu'à 5 par semaine, puisque à l'époque, à partir de la création de la SARL, j'avais un salarié à plein temps. Mais bon, je me suis aperçu notamment que les marchés de semaine, on gagnait beaucoup moins d'argent, on n'arrivait pas à équilibrer. Donc quand le salarié est parti, je n'ai pas renouvelé un salarié à plein temps sur la SARL. Au sujet de la conversion en bio, en quelle année tu as décidé de te convertir en bio? J'ai décidé en 99 et je suis en bio depuis 2000. Qu'est-ce qui t'a fait changer De toute manière, dans ma société commerciale, je vendais pratiquement que du bio. Et il y avait que moi sur ma production qui n'était pas bio. Puis bon, je reconnais que, disons, les produits qu'on employait en chimie, notamment les répulsifs pour la récolte du miel, me convenaient plus du tout. J'arrivais plus à les supporter. D'accord. Au point de vue santé? Non. Au point de vue éthique? Non, mais même à respirer, D'accord, oui. la pratique me convenait plus. Mais bon, dans les gens de ma génération, il faut dire qu'on a tous appris en chimique. Hein. Parce que moi, je considère qu'il n'y a que deux agricultures. Hein, une agriculture mécanique, puis une agriculture chimique. Le mot conventionnel n'est pas du tout adapté pour moi. Il faut savoir que même là, actuellement, Écossaire ne me certifie pas toute ma production, notamment tous les miels de culture, tout ce qui est colza et tournesol, il est éliminé. Hein, je le vends en non bio. Hein. Jusque dans les années 2000, il nous les certifiait, puisque de toute manière en bio, à partir du moment où l'exploitation est en bio, tous les produits qui sortent de l'exploitation, ils devraient être certifiés bio. Mais à partir de 2000, Écossaire, il nous a enlevé ces produits-là, à partir du moment où il y a eu tous les problèmes de neurotoxiques. La commercialisation, il faut savoir que quand je me suis installé, au départ j'ai adhéré à une coopérative qui se trouvait à Pithiviers. Cette coopérative-là est tombée rapidement en difficulté, puisqu'elle a déposé le bilan. Après, elle a été sous syndic, ça fonctionnait quand même, puisque la majorité de ce que je vendais, c'était du miel en fût. Et les productions, disons, de ces années-là étaient beaucoup plus importantes que les productions aujourd'hui, parce que j'ai fait jusqu'à 50 tonnes de miel. Bon, après, donc, en 1988, on a donc été conduit à refonder une coopérative, puisque l'autre ayant disparu, donc je suis devenu président. Bon, c'est une coopérative collectée jusqu'à 700 tonnes de miel, sur 20 départements français, les départements du milieu de la France. Alors après, ce qui m'a fait passer au pot, c'est qu'à partir de, je l'ai dit tout à l'heure, à partir de l'apparition des neurotoxiques, à partir des années 92, pour moi, même si on regarde sur mon exploitation, c'est 1992 l'année où on a fait le plus de miel, et depuis 1992, ça n'a jamais cessé de baisser. J'ai donc décidé de réorienter, on s'est mis à faire de la vente en pot. Pas dans la grande distribution, sur des magasins de producteurs, chez des collègues, hein, maraîchers, fromagers. J'ai travaillé un petit peu avec Carrefour une année, mais ils nous prenaient que des pots de 250 grammes, ils avaient besoin de notre image. Et puis en réalité, ils jouaient pas le jeu puisqu'ils prenaient pas toute ma gamme de miel, donc c'était pas très intéressant. Et donc à partir du moment où je suis passé en bio, ça m'a ouvert d'autres débouchés puisque j'étais dans les magasins des Biocoop, enfin des magasins qui faisaient du bio, mais avant 2000, j'étais uniquement sur le marché et des magasins de producteurs. Actuellement, je fais deux marchés, je fais Bourges et Cosne-sur-Loire, Bourges le samedi et Cosne-sur-Loire. Moi, de toute manière, je vais pas dire qu'on fait 70 heures par semaine, on fait... non, quand on est dans les périodes un peu fortes, on peut faire... peut-être qu'on fait 50 heures, mais c'est la période printemps, début de l'été qu'il faut pas louper, parce que si on met pas les hausses sur les ruches au bon moment, on n'a pas de miel, quoi. L'hiver, on va dire que les journées sont plus courtes, quoi. D'accord, donc c'est plutôt l'entretien sur l'hiver et la production sur la saison. Donc est-ce que tu arrives à prendre des congés quand même dans une année? Oui, disons que là c'est pas forcément confortable parce que comme je fais des marchés le week-end, ça me permet pas de dégager forcément beaucoup de week-ends. Après, si je décide de prendre des congés, je prends des congés, hein, je pas de... De toute manière, les problèmes qu'on a rencontrés, c'est quand même des problèmes de commercialisation. Et c'est encore des problèmes qu'on a aujourd'hui, parce que notamment pour la commercialisation, aujourd'hui le commerce de gros, dont je m'occupe toujours, de toute manière, c'est devenu très difficile. Hein. Il y a beaucoup de contraintes pour des quantités minimes. Et puis, il faut savoir que le négoce français, il met en pot que du miel d'importation. Sur la vente en pot, c'est pareil, il faut respecter une législation, mais c'est quand même acceptable. Et puis on gère nos contenants, tout ça, c'est pas du tout la même démarche.
Mais aujourd'hui, on nous embête beaucoup. Bon, pour moi, c'est surtout devenu du papier. Et l'exportation, c'est dû aussi au tarif. Oui, non, mais il faut savoir que le miel, le prix en vrac, il est complètement écroulé. Avec la concurrence du miel des pays de l'Est, du miel chinois, vu que la quantité récoltée a baissé, de toute manière, en faisant de la vente en gros, je pense que c'est difficile d'équilibrer les comptes. Il faut faire de la vente directe. Qu'est-ce qui a changé en bien dans les années pour toi? Ce qui a changé en bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a des formations dans l'apiculture. Parce que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait qu'une école, de toute manière, en France, il y avait que Laval. Et aujourd'hui, il y a quand même plein d'écoles sur le territoire français. Donc ça permet quand même de vulgariser plus facilement. Parce que c'est vrai qu'avant, les apiculteurs, ils ne partageaient pas forcément leur savoir, quoi. Et donc inversement, qu'est-ce que tu trouves qui a changé avec les années, en mal? Et ce qui a changé, au cours de ma carrière, c'est notamment l'apparition du varroa, des acariates, et puis le frelon asiatique, qui est un vrai fléau. Et puis de toute manière, il y a tout l'environnement, disons, de l'agriculture. De toute manière, comme la France, on a transformé la France, c'est devenu un pays céréalier. Alors qu'avant on était un pays de polyculture élevage. Comme on a donné des primes PAC plus importantes aux céréaliers, ils se sont tous convertis aux céréales. Et ça, c'est une catastrophe pour l'environnement. Pour les abeilles, de toute manière, on a un manque de plantes mellifères. Le fait d'avoir supprimé beaucoup d'élevage a nuit à l'apiculture. Et aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner à la future génération? De toute manière, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut replanter les milliards d'arbres qu'on a arrachés. Parce que depuis les années 60, c'est des milliards d'arbres qu'on a arrachés. L'environnement, il a changé. Si on ne replante pas ça, il y a des secteurs où il ne faut pas forcément laisser les abeilles. Il faut les amener le temps de la floraison, par exemple du colza ou du tournesol. Mais après, il faut les ramener dans des endroits un peu plus boisés, un peu plus... où il y a plus de végétation, parce que sinon, ils meurent de faim, quoi. D'accord. Et le débat sur les abeilles en ville? De toute manière, les abeilles en ville, de toute manière, c'est comme tout ce qu'on fait aujourd'hui. Peut-être qu'on en a mis trop, parce que quand on fait quelque chose, on ne sait pas être modeste, on en met 2, après on en met 10, on en met 100. Ça faut sûrement réguler. Après, moi, je n'ai pas les éléments pour faire l'analyse, mais il faut sûrement réguler. Mais tout ce qu'on fait en France, on a toujours été un petit peu démesuré. On ne sait pas garder. Voilà. Nous, on recommence.